découverte dans ce terrier de lapin qui est Haskell. Et donc là, c'est avec un professeur qui s'appelle Graham Hutton, hein, qui est un pionnier qui est assez reconnu dans le milieu de Haskell, qui a écrit un livre, d'ailleurs, je ne me rappelais plus du titre, mais c'est Programming in Haskell, hein, qui a inspiré d'ailleurs d'autres livres que j'ai lus pour apprendre Haskell, notamment leur nouveau Haskell for a Great Good, qui est vraiment cool. Bref, en gros, donc il parle, en gros, si tu veux, du parsing fonctionnel, donc juste avec le paradigme fonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire. Mais bon, c'est vrai que là, il nous fait un peu de démonstration, un petit peu de, comment dire, de théorie vraiment sur des briques que si on a juste en face de soi, on ne comprend pas. Il faut vraiment dézoomer avec notamment l'exemple qui est à la fin, qu'on va un petit peu essayer un petit peu de comprendre. En gros, il veut faire une calculatrice complete, en fait, donc avec les parenthèses et les priorités calculatoires, tout ça, comme j'ai fait dans la dernière vidéo, même si justement cette vidéo est faite ici pour rectifier des problèmes que j'ai eu tout simplement après l'écriture de la calculatrice, notamment des problèmes de gestion des nombres négatifs. Là, c'était un peu con quand même si tu veux faire une calculatrice et que tu gères pas très bien tes nombres négatifs, c'est pas terrible. Donc bref, donc je vais aussi rectifier le tir là-dessus. Et lui, alors il se basait du coup sur des règles de grammaire, tu vois. Donc techniquement, tu aurais par exemple, si tu veux, les termes d'addition qui sont en fait comment dire, qui ont un nom dans une syntaxe particulière. Les termes aussi de multiplication et les termes aussi donc, de parenthèse, voilà, qui ont un nom. Ok, donc ils ont juste un nom. Et ces noms-là, ils vont former une syntaxe particulière qui est en fait cachée là dans l'import parsing qui est juste là. J'ai pas la librairie. Tiens, j'ai ça. Donc ouais, on va y aller. Donc on va regarder un petit peu sa librairie. Parsing.hs. Ok, module. Donc là il dit que c'est un module, ok, qui va nécessiter applicative. Contrôle.applicative, hein, qui est tout simplement qui est assez répandu pour tout ce qui est foncteur dans Haskell. Et en gros, elle n'est pas très grande sa librairie, c'est pas mal, c'est très élégant, il n'y a pas beaucoup de lignes. Putain, alors là on voit vraiment le niveau du truc. Donc techniquement ça devrait te permettre, en implémentant avec le code qui te met juste là, de faire une calculatrice Turing complete, n'importe quoi, où tu peux calculer juste n'importe quelle expression, bref. Donc tu vois, alors qu'est-ce qu'il fait? Donc là il dit qu'il va faire une sorte de monade avec un do, x factor char, c'est ultra élégant, et moi j'avoue que j'ai fait une approche totalement différente. C'est juste pour comment dire, vous mettre en parallèle l'approche élégante que ce professeur a faite et mon approche, mais qui est... Bon, après il y a quand même pas mal en vrai de lignes, puis en vrai il se sert quand même de contrôle applicatif, moi je ne suis pas servi de contrôle applicatif. Bon bref, cette introduction n'a aucun sens. Je vais quand même peut-être parler des rectifications. Donc au début, parce que moi j'ai utilisé un autre algorithme, enfin un tout autre paradigme, enfin, c'est même pas, je programme dans le même paradigme, mais vous allez voir que c'est pas du tout basé sur des règles de syntaxe, c'est plutôt basé sur des règles avant tout de parsing, de parenthèses. Vraiment, c'est là-dessus que ça joue. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que donc dans une expression de calcul standard, on a ça, on peut avoir, si tu veux, voilà, des parenthèses qui sont là, des parenthèses qui sont là, on peut avoir une imbrication de parenthèses. Alors attendez, du coup je vais refaire les uns, sinon c'est un petit peu dégueulasse. Donc on a ça, hop là on a une expression, on a encore une parenthèse, on a ça qui est là, on a une parenthèse, puis on peut avoir une expression, bref, vous avez un petit peu compris tout ce qui va se passer. Et donc techniquement, ce qui était la base du parsing de parenthèses, c'était ce genre de truc là. Donc en gros, au début, tu auras techniquement trois vecteurs, hein, si tu veux. Tu auras un vecteur qui au début va accueillir la première, donc qui va numéroter plutôt les paires de parenthèses, l'autre qui va donner un index à chaque parenthèse, et un autre, si tu veux, qui va se charger de calculer ce qu'on va appeler la valeur des parenthèses. Alors, donc, je vais partir je vais développer. Premier truc, pour la première parenthèse, on sait la première, donc c'est un vecteur qui accueille tout simplement la parenthèse qui est numérotée 0. Elle est aussi un index numéro 0. Ok, super. Ensuite, on avance. On rencontre une autre parenthèse, donc là on met l'index. Donc là, ça va être le vecteur d'index. Donc je sais pas, on va mettre un index, je sais pas moi, I1. Donc ça va être un index I1. Ensuite, on avance. Ah, cette fois-ci, c'est une parenthèse qui n'est pas ouvrante, mais qui est fermante. Donc déjà, comme à chaque fois, si tu veux, on met tout simplement l'index de la parenthèse soit ouvrante, soit fermante qu'on va trouver. Donc voilà, on va mettre I2. D'ailleurs, là, juste quand on avait rencontré cette parenthèse-là, vu que c'est une autre parenthèse qui est ouvrante, on va numéroter la parenthèse avec un autre nombre.
donc juste un plus 1 de, ce qu'on a fait, de tout ce qu'on avait fait avant. On a juste un élément avant, c'est 0. Donc on va faire plus 1, donc 1. Si on avait eu par exemple aussi 2 fois 0, donc 0, qu'on aurait déjà par exemple trouvé une parenthèse, qu'on aurait 0, 0 comme ça. On aurait juste pris vous aurez pris l'ensemble unique tout simplement des éléments et vous aurez rajouté 1 au maximum de... Enfin, vous aurez pris juste le maximum tout simplement de la liste et vous aurez rajouté 1. Comme ça, vous numérotez proprement les parenthèses. Et donc, ensuite, quand vous avez fait ça, donc là je disais, on a la parenthèse qui est fermante. Et là, on ne sait pas vraiment la nommer. On ne sait pas trop la nommer. Mais pendant ce temps-là, ce que je vous ai caché, c'est qu'au tout début, donc je vous ai dit, on a créé un autre vecteur. Au début, hop, parenthèse ouvrante. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va lui dire que ça, c'est une valeur qui est égale à 0 au tout début. Ensuite, encore parenthèse ouvrante. Donc en fait, maintenant, c'est celle-ci qui a une valeur égale à 0. Et celle-ci, on va l'incrémenter de 1. Donc en fait, là, elle est plus égale à 0, mais elle est égale à 1 juste là. Et ça, c'est égal à 0, tu vois. Ça, c'est égal à n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est plutôt égal à 1 au tout début. je me contredis. Et parce que c'est une parenthèse qui est ouvrante et qu'on n'a pas encore de parenthèse fermante pour enlever sa valeur là. Et ensuite, on a une autre parenthèse du coup qui est encore ouvrante. Donc là, on va l'incrémenter de 1, donc ça va faire 2. Et là, on va avoir un truc qui est ouvrant, et donc de base, c'est égal à 1. Et donc, je reviens, quand on va voir la parenthèse fermante, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrémenter tous les éléments tout ce qu'on a eu avant. Donc si tu décrémentes, là, tu as 0, là, tu vois, là, tu as 0. Alors, attendez, et là, tu as 1. Donc là, tu as 1, et là, tu as 0, tout simplement. Donc, et vu que tu as 0 là, en fait, tu vas partir d'à droite et tu vas faire la première fois où tu vas être égal à 0 dans ta décrémentation de tous tes éléments dans cette liste-là. Et donc la première fois, l'index en tout cas de la première fois, va être tout simplement le numéro de ta parenthèse que tu viendras de découvrir ici. Et là, on vient de découvrir une paire de parenthèses plutôt. La paire de parenthèses, elle va se situer à l'index, elle va ouvrir à l'index I1 et se fermer à l'index I2 tout simplement. Donc là, c'est cool, on a une paire de parenthèses. Et donc vous l'avez compris. Après là j'ai encore en fait donc j'arrive, j'ai encore un i3 du coup techniquement, donc là ouais, donc du coup 1 c'est super, on a une parenthèse, j'ai un i3 et hop là vous allez voir qu'encore, bah tiens j'ai une parenthèse qui est fermante, donc qu'est-ce qu'on fait? On va décrémenter tous les éléments qu'on a eu ici, donc techniquement vu que c'est la première fois où c'est égal à 0, donc là on aura, putain attendez excuse-moi, donc là je vais gommer ça avec du blanc là. Tac, tac, tac. Donc là, on aura du 0 et 1. Attendez, je gomme cette merde. Ok. Donc, bon, bah là, c'est du moins 1. Donc en fait, on ne prend pas en compte. Et là, c'est la première fois où on est égal à 0 en partant d'à droite. En fait, on lit de droite à gauche, hein, tout simplement. Et bah là, vous l'avez compris, l'index de la première fois où on est égal à 0 dans la décrémentation de ce vecteur-là, ça va correspondre tout simplement à la valeur de la parenthèse qu'on a trouvée. Et puis là, on a trouvé la parenthèse numéro 0 qui ouvre à l'index 0 et qui ferme à l'index I3. Magnifique, et on répète ça. Ok. Donc déjà, ça c'est pour trouver les paires de parenthèses. Une fois que tu as trouvé ces trucs-là, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que c'est magnifique? Parce que en gros, tu auras un truc, donc si je reprends l'exemple d'avant, tu auras du 0, 1, 1, 0, 2, 2. Donc ça va être n'importe quoi. 0, 1, 1, décidément 0, 2, 2. Ça, tu peux le paralléliser, tu peux le mettre, je veux dire, plutôt en parallèle avec les index tout simplement qu'on a. Donc on aura I0, voilà, on aura I1, on aura I2, on aura I3, on aura I4, on aura I5. Alors, on aura tous les index, hein. Voilà, I4 et I5. Donc ça vraiment c'est un truc, c'est ma méthode que j'ai fait depuis que j'ai 18 ans pour calculer pour tokeniser en tout cas des parenthèses, ce qui est vraiment utile notamment dans des calculeries c'est sûr, mais quand tu veux calculer par exemple des masses molaires de molécules, c'est aussi très intéressant de faire ça, parce que du coup tu devais pareil parser les parenthèses. Bref, donc une fois que tu as ça, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre en fait le maximum. Ouais, tu vas prendre dans ton set de numérotation ici le maximum, donc c'est 2 en l'occurrence. Donc vu que c'est 2, tu vas te placer du coup aux premières fois où tu as le maximum, donc c'est ici, donc c'est à I4. Et donc de I4, si tu veux plus 1, parce qu'en gros, sinon je prends la parenthèse, jusqu'à I5 moins 1, j'aurai une expression qui ne contiendra pas de parenthèse et donc que je vais pouvoir juste calculer, si tu veux, avec un algorithme standard. Mais cet algorithme standard, justement, je voulais en parler parce que c'est celui-là où il y a eu des problèmes, où j'ai pas vraiment géré en fait sur les nombres négatifs, donc ce n'a pas vraiment de sens. Dans le sens que, en gros, alors ça c'est pas du tout celui-là dont je voulais parler, voilà. Alors, en gros, c'était celui-là. Donc, littéralement, ça se décompose en 2 fois. Donc, il y a évidemment le truc de, tiens, je vais évaluer à tout prix
dans une expression, je sais pas moi, genre j'ai 3 plus 2 fois 5 moins 6 divisé par 3. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire techniquement? Tu dis, bon, j'évalue de gauche à droite, ouais, ok. Et t'évalues quoi avant? Bah, t'évalues du coup les multiplications et les divisions, hein, selon la règle PEMDAS, parenthèse exposant, multiplication, division. Bon, là, j'ai pas mis les exposants, mais sinon ça aurait été à peu près la même chose. Donc techniquement, ce que tu fais, voilà, tu vas juste faire une déconstruction. Donc, ce que j'ai fait, c'est un truc tout simple. Hein. En Haskell, j'ai pris la liste, j'ai déconstruit à chaque fois la tête, j'ai repéré si j'avais un caractère. Donc voilà, j'ai repéré si j'avais un caractère qui correspondait à une opération que je voulais calculer en premier. Donc c'était soit la multiplication, soit la division. Et en suivant, donc suivant évidemment ce que c'était, j'allais faire des choses. Alors, là, il y a quand même plusieurs trucs. Parce que bon, là, c'est le cas où tout va bien. 3 et pas de problème, hein, je veux dire, 3 c'est bien. Donc en gros, donc là on s'en fiche pour le plus, le 2 pareil, et là tu as le signe. Donc vu que tu as le signe, ce que tu fais, voilà, tu prends ton élément que tu avais avant, tu prends l'élément que tu as après, tu fais 10, tu remplaces, tu as 3 plus 10 moins 6 divisé par 3. Après, petit t'en doute, tu auras ton 3 plus 10 moins 2, quoi, voilà, parce que tu auras remplacé. Ok, bon, ça c'est dans le cas où tout va bien. Mais dans le cas, par exemple, tu commences par, si tu veux, genre tu aurais juste moins 2 fois 5, par exemple, ou un truc ouais, si, voilà, tu aurais peut-être, on va dire, tiens, un truc comme ça. 3 fois, 3 plus plutôt, plus 2 fois moins 5. Donc évidemment, en fait, le moins, c'est deux trucs. C'est un opérateur, mais aussi une information spécifique à l'élément. Évidemment que c'est un opérateur. Si je te fais 6 moins 3, qu'est-ce qui va faire, comment dire, qu'est-ce qui va nous donner l'opération qu'on doit faire? Bah, c'est l'opérateur moins. C'est moins qui nous dit qu'on prend le premier élément et le deuxième et qu'on doit faire une soustraction du premier au deuxième. Mais c'est aussi une information en tant que telle. Voilà, c'est une information en tant que telle. Ça désigne aussi, si tu veux, ça a deux cas d'usage. Hein. Le cas d'usage où, si tu veux, c'est évidemment donc je l'ai dit, un opérateur, mais aussi, comme ici, où c'est une information en tant que telle. Évidemment, c'est une information en tant que telle, c'est-à-dire que c'est pas un opérateur, on a déjà le fois qui est en priorité sur l'opérateur, et on a évidemment juste l'information que 5 est en fait négatif. Donc dans ce cas-là, bon, c'est pas très compliqué non plus. Donc là, ça va pas vraiment nous poser problème. Tu vas juste dire, bah tiens, je vais parser ça. Et si le suivant, par exemple, c'est un moins, bon, bah alors mon résultat, il va être négatif. Donc il va être un truc comme ça. Quoi. On va faire moins c'est une de ces valeurs, l'opérateur, et après l'autre valeur. Bon, d'accord. Maintenant, comme en fait à chaque fois, si tu veux, je vous ai dit, tu vas répéter de gauche à droite les calculs. Si tu avais un truc, donc je disais, donc 3 plus 2 fois moins 5 par exemple, après moins 6 divisé par 3. Bon, du coup là tu aurais 3, donc là on aurait dit, hop, plus, et en fait là, moins 10. Donc vu que tu as ton plus qui est là, donc il faut toujours vérifier ce qu'il y a avant. Donc évidemment tu vas faire ton moins 10 hein, directement. C'est-à-dire que tu as un truc qui est négatif, mais ce qui est avant, alors c'est pas nul, parce que si ça aurait été nul, en fait, tu aurais, donc si en fait, t'aurais directement commencé par ton 2 fois moins 5, avant t'as rien, donc on dit que c'est nul, et donc directement tu fais ton moins 10, ok, directement tu aurais fait ça, donc tu aurais rien remplacé, mais là du coup tu vas remplacer quelque chose, notamment, alors moi c'est le dernier élément que je stockais dans ma liste qui s'appelle outXS, tu vois, donc dans le cas par exemple où en fait j'ai un truc qui est négatif si tu veux, et dans le cas par exemple où avant c'est pas, comment dire, voilà, c'est pas négatif en fait, donc c'est un plus, voilà, techniquement. Donc en gros, c'est pas nul et c'est pas un signe moins, donc c'est forcément un plus. Donc techniquement, je vais prendre un init de newOutXS, en fait, qui est le vecteur. Pourquoi init? Parce que du coup, c'est l'inverse de la queue, en gros, c'est tous les éléments à part le dernier, donc le dernier étant le plus. Et ensuite, je vais concaténer tout simplement, évidemment, le résultat de la valeur qui est traduit ici en chaîne de caractères avec la fonction shao. Donc ok, donc en gros tu as un truc comme ça, voilà, 3 moins 10, après voilà, tu connais, hein, 6 divisé par 3, là il n'y a pas de truc, enfin là il n'y a pas d'information qui dit que 3 est négatif, donc ça tu vas juste faire ton moins 2 du coup techniquement, directement dans le calcul. Bon bah ça c'est super. Une fois que tu as procédé en gros, donc là il faut vraiment juste toujours voir les vérifications de l'opérateur qu'on a avant, en tout cas en général de la liste qu'on a avant, donc si évidemment c'est nul, bah, tu mets directement le résultat, si en fait tu avais un truc, donc, tu aurais pu aussi avoir un truc du style, là si je mets moins 3 ici par exemple, donc si je mets moins 3 ici, là j'aurai quelque chose de moins 10, et là j'aurai encore quelque chose de négatif. Et donc là évidemment il faut que je vérifie si l'opérateur d'avant est un moins, parce que moins ça fait plus. Donc techniquement pareil, il y a le cas où j'ai un opérateur tout simplement qui est négatif avant, dans lequel cas où je vais utiliser évidemment si comment dire l'opération voilà,
6 divisé par moins 3 évidemment retourne quelque chose de négatif, on va opérer un changement de signe sur du coup le signe qui est avant. Le signe qui est avant c'était un moins, bon bah moins moins ça fait plus, et donc du coup au lieu de faire un moins moins, tu vas directement, par exemple, là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coup la liste où en fait je mettais au fur et à mesure mes calculs, notamment aussi les opérateurs, et donc là je fais un init, hein, donc tout sauf le dernier élément, plus, alors cette fois-ci du coup, alors non, je fais juste ici mais ça revient à peu près au même, voilà, où est-ce que j'étais? Donc, voilà, juste là. Donc en gros, ouais, je prends init tout simplement. Et là, vous voyez qu'en fait, au lieu de mettre du coup bon, je vais rajouter, en fait, je vais supprimer. Donc le dernier signe c'était un moins. Donc après, du coup, je prends tous les éléments sauf le dernier. Donc quand après je concatène le plus, c'est comme si je remplaçais le dernier opérateur, en l'occurrence par un plus. Et ensuite, du coup, je mets le résultat en tant que chaîne de caractères. Et là, vous voyez bien que dans le résultat, je n'ai pas mis un moins, parce qu'évidemment, je veux le résultat en tant que tel, vu que voilà, 6 divisé par moins 3, ça fait évidemment bien moins 2. Sauf que, bon, là, comme il y a un moins qui est avant, et évidemment, ça me le retransforme en 2 et non pas en moins 2. Donc, un petit peu voilà pour les subtilités des changements de signes, en tout cas lors du premier jet d'opération qui sera chargé de calculer tout ce qui est multiplication et division. Donc là, les changements de signes, hein, ils se font comme ça, hein, ils se font juste en regardant le signe. Donc vous avez l'opérateur soit division, soit multiplication, vous regardez le signe de l'élément qu'il y a après, et en fonction du signe qui est avant, vous changez l'opération, enfin, vous changez l'opérateur qu'il y a avant ou non. On aura exactement en fait la même, alors, en tout cas à peu près la même pensée pour ce qui va se passer au deuxième jet. Donc le jet où en fait tu vas du coup te charger de calculer tout ce qui est addition et soustraction. Donc dans ce cas-là, hein, techniquement, là par exemple, imaginons qu'on est, alors du coup ça va faire quoi? Ça va faire 3 moins 10 plus 2, donc on y va, 3 moins 10 plus 2, ok. Donc là techniquement, ok, premier jet, tu te dis, bon bah super, 3 moins 10, ok, moins 7, bon là il n'y a pas de problème. Ensuite tu fais ton plus 2, bon, alors, donc en plus 2, donc du même truc, tu vas regarder le signe qui est avant. Le signe qui est avant c'est un moins 7, bon. Et là tu as un plus 2. Donc pour éviter de faire ton 7 plus 2 et qui va te rendre en fait un moins 9, c'est ce qui j'avais le problème en fait avant, bah évidemment donc tu prends le signe qui est avant tout simplement. Et donc ton plus 2 c'est quoi techniquement? C'est tout simplement une sorte de, bah c'est en fait c'est un 7 moins 2, c'est moins l'inverse de, alors on va voir un petit peu ce qui s'est passé là. Donc dans l'opération on est littéralement dans un 1+, tout simplement. Et on sait que, alors c'est pas nul, pourquoi c'est pas nul? Parce qu'avant j'ai bien un signe, enfin voilà, j'avais un signe négatif hein, techniquement, donc c'est un signe négatif, donc je suis égal ici. Alors là j'ai deux cas évidemment, soit je vais changer de signe, soit je vais pas changer de signe. Parce que si j'avais par exemple un truc du style, je sais pas, donc là j'ai moins 7, ouais, j'ai moins 7 plus 2, ok. Donc si j'avais mon 22, moins 7 plus 22 par exemple, évidemment que 22 va tirer tout vers le haut et va changer de signe. Mais là en l'occurrence c'est pas le cas, donc j'ai bien tout simplement donc techniquement qu'est-ce qu'on va faire, donc évidemment val 1 est strictement supérieur à val 2, hein, on a 7 qui est strictement supérieur à 2, donc on va bien faire mon 7 moins 2, hein, 7 sans le moins 7, donc voilà, ça va faire 5 tout simplement. Et là du coup on peut garder le signe qui est avant parce qu'il n'y a pas de changement de signe, donc c'est juste bien moins 7 plus 2, ok. Et puis sinon, s'il y avait un changement de signe, techniquement, oui, tu aurais fait évidemment comme tout à l'heure un init du vecteur en fait, qui va se voir incrémenté de toutes les opérations et de tous les éléments qu'on a calculés. Pourquoi? Parce qu'évidemment je ne vais pas prendre le moins, il va être remplacé en quelque chose de, techniquement, là si j'avais 22 par exemple, donc techniquement ça va être un plus, hein, et ça va faire l'inverse, donc 22 moins 10, donc moins 10, attends, 7, voilà, 22 moins 7, donc ça va faire 15. Et donc là, vous voyez un petit peu le principe, là, 3 moins 10, ça fait moins 7, plus 22, ça fait bien 15. Donc vous voyez un petit peu le truc qu'on va faire.